Après l'ère des experts et des célébrités et celle de l'intelligence artificielle, nous avons eu celle des consommateurs actifs, comme les blogueurs dont l'intelligence stratégique digitale est de plus en plus remarquable. Ils se sont taillés une place au soleil dans le système de l'information. Les entreprises ont vite compris qu'elles ne pouvaient pas les ignorer. Quelle est l'influence des blogueurs lors des élections en Afrique? Mieux, comment peuvent-ils contribuer à des élections apaisées? Bienvenue à tous et surtout bienvenue à Méliane Kouni. Elle est CEO de Méliane K, web entrepreneur, animatrice télé-radio, vice-présidente de l'association des blogueurs de Côte d'Ivoire et à la base vous êtes informaticienne. Ça fait beaucoup. Oui, bonjour Monsieur Ouman, oui ça fait beaucoup effectivement. Quelle est votre histoire avec le blogging? Quelle est mon histoire avec le blogging? J'ai envie de dire que bloguer, c'est partager son jardin secret. Bloguer, c'est partager sa passion. Bloguer, c'est partager ce qu'on aime. Et moi, je suis arrivée au blogging justement parce que j'aimais écrire ce que je faisais. À la base, je suis issue d'une formation littéraire, parce que j'ai eu un bac littéraire. Et après, je me suis retrouvée dans la technologie. Mais j'aimais écrire, j'aimais partager ce que je ressentais. J'écrivais, donc j'ai plein de cahiers jusqu'à aujourd'hui. Et il arrive que même mes prières, en fait, au lieu de les faire, je les écris. Donc c'est comme ça qu'est partie cette passion. Et en alliant cette passion d'écrire, de partager ce que je ressens à la technologie, je me suis adonnée au blogging. D'accord, très bien. En studio, nous sommes également avec Louise Yao Klaourou. Elle est étudiante chercheure en histoire, présidente de AUGE, qui est l'association universitaire pour le genre. Elle est entrepreneur avicole, elle est blogueuse. Bienvenue. Merci, Monsieur Ouman, pour l'invitation. Ça fait beaucoup de choses qu'on a citées. Quelle est la place du blogging pour vous dans tout ce qu'on a dit? Alors, ce matin, je me présentais dans un groupe et j'ai dit historienne de formation, blogueuse par passion. Passion pour la littérature, passion pour les gribouillis, j'ai envie de dire, passion pour la technologie qui est venue beaucoup plus tard. Mais le blogging, pour moi, c'était une passion, oui, mais une façon de partager aussi mon vécu, pour inspirer, peut-être pas, mais pour informer sur certains dangers de la jeunesse, de cette période turbulence qu'est la puberté et autres. Donc, c'était une façon pour moi de parler aux autres. Voilà. D'accord, très bien. Nous sommes en train de parler de blogging et surtout des élections et la responsabilité des blogueurs. Mais il faut que certaines notions soient suffisamment clarifiées. Tout le monde est sur Internet aujourd'hui, mais est-ce que tout le monde est blogueur, Méliane? Tout le monde est sur Internet, tout le monde est blogueur. Je dirais non. Parce que être blogueur, c'est d'abord tenir un blog. Le blog est par définition est assimilé au carnet de notes du voyageur. Donc le blog, c'est écrire ses textes, c'est partager son vécu, c'est partager ses passions, partager ses émotions, c'est partager des faits pour ceux qui veulent sensibiliser, c'est partager des expériences pour tous ceux qui testent produits ou qui testent des produits. Donc, et blogueur, celui-là qui tient un blog, qui écrit, qui partage ses passions. D'accord, il y a les réseaux sociaux, il y a Facebook, Instagram, Twitter et tout ce qu'on sait. Est-ce que le blog également, quelle est la différence entre le blog et tout ce qu'on a cité? J'ai envie de dire, le blog, c'est la version écrite de tout ce qu'on a. On a Facebook. Aujourd'hui, Facebook permet de poster des articles. Facebook permet de faire des liens avec notre blog. Le blog, j'ai envie de dire, c'est un micro-site internet que nous avons et sur lequel nous partageons nos passions, nos envies. Aujourd'hui, avec Facebook, on arrive à écrire des articles. Donc, on peut poster l'article de son blog sur Facebook, mais l'habitude a démontré que sur Facebook, les gens n'aiment pas lire. Ils ne lisent pas convenablement, ils s'attardent sur des vidéos maxi 30 secondes maintenant avec la norme, ou sur des images. Donc, écrire un article de blog sur son compte Facebook, ce serait un peu difficile, j'ai envie de te dire, parce que tout le monde ne va pas faire le voir plus pour lire l'intégralité de l'article. Sur Twitter, par exemple, on ne peut pas, parce qu'on est limité à un certain nombre de caractères. Soit c'est un article vraiment bref, je dirais même pas une interview ou un portrait, mais même si c'est un portrait ou un texte narratif, ça devrait vraiment être super short. Parce que sur Twitter, on ne permet pas tout ça. Sur Instagram, la particularité, c'est les photos. Sur Snapchat, c'est des vidéos. Donc, les différents réseaux sociaux nous permettent de partager une partie de nous-mêmes. Mais l'idéal pour le blogueur, c'est d'insérer ces liens sur toutes ces plateformes. D'accord, très bien. Parlons du contenu de votre blog. Comment le choix du contenu se fait et qui sont vos lecteurs, vos internautes?
Alors, l'avantage avec le blog, c'est qu'on est son propre chef. On écrit ce qu'on veut, pas comme on le veut, mais au moins ce qu'on veut, ce qu'on souhaite partager. Si c'est un rêve qu'on veut vendre, si c'est une passion qu'on veut vendre, si c'est un choix de vie qu'on veut défendre, peu importe le choix de ce qu'on fait, qu'on souhaite partager, il y a la façon de l'écrire. Et comme elle le disait, il faut une grammaire, assez fluide, assez simplifiée, qui puisse parler à tout le monde. À partir de ce moment-là, je pense qu'on pourra parler de contenu assez attractif pour attirer le maximum de personnes, en fait. D'accord. Je ne dirais pas qui est le blogueur, mais comment devient-on blogueur? Il y a une association des blogueurs qui existe en Côte d'Ivoire, qui a des activités et qui rassemble un certain nombre de personnes, mais est-ce qu'il y a un profil? Bon, déjà, c'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, on a l'association des blogueurs, mais aussi, il faut dire que dans chaque pays, on a l'association des blogueurs du Togo, du Cameroun, de l'Afrique du Sud, avec qui, justement, l'association des blogueurs de Côte d'Ivoire est en collaboration. Oui. Donc, on a des blogueurs partout dans le monde. Et pour intégrer l'association des blogueurs de Côte d'Ivoire, j'ai envie de dire, il faut simplement avoir un blog, il faut avoir une passion, et il faut avoir envie de partager cette passion, il faut avoir envie d'intégrer l'association et vous pouvez intégrer l'association des blogueurs de Côte d'Ivoire. Je reviens maintenant encore sur les contenus. Il y a des journalistes qui ont des règles dans l'exercice de leur métier et tout métier a des règles. Prenons le blogging comme un métier. Quelles sont les règles en matière d'écriture où celui qui écrit peut écrire comme bon lui semble, dans son propre style? À ce niveau, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors oui, il y a des règles. Déjà pour écrire en ligne, en fait. Pas pour bloguer de façon spécifique, mais pour écrire en ligne, il y a des normes. Il y a même de plus en plus des universités qui attellent des sessions, des cours et ainsi de suite. On appelle la web rédaction. Oui, il y a la web rédaction qui existe, il y a les web journalistes qui existent. Donc, il y a les normes pour écrire en ligne. Comme elle a dit, chaque réseau a sa particularité. Il faut maîtriser cette particularité-là parce que je voulais rebondir sur une question que vous avez posée tout à l'heure. Les réseaux sociaux deviennent les interfaces des différents blogs parce que, comme elle a dit, le blog, c'est un site Internet. Bon, micro peut-être, mais c'est un site Internet. Donc, avec Facebook, Snapchat et autres, ça devient des interfaces. Donc, il faut maîtriser ces réseaux-là. Elle a spécifié et très bien fait tout à l'heure. Ouais. Donc, chaque réseau a sa particularité qu'il faut pouvoir maîtriser pour communiquer avec sa communauté. D'accord. Donc, ces règles-là, il faut les maîtriser. Et oui, il y en a. D'accord. Comment produire du contenu de qualité? Toujours au niveau de l'association, vous avez un regard, j'imagine, sur certains contenus, sur ce que peut-être certains blogueurs font, parce qu'au niveau d'une association, il faut réguler un certain nombre de choses. Mais comment produire du contenu de qualité? Parce qu'il y a une clientèle, il y a des personnes qui nous suivent. Déjà, pour produire un contenu de qualité, j'ai l'habitude de le dire, et je ne cesserai de le dire, il faut partager sa passion. Parce que si vous écrivez avec amour, c'est sûr que ce que vous allez dire va forcément toucher plusieurs personnes. Ensuite, au niveau de l'association des blogueurs, on n'est pas là pour contrôler ce que chacun écrit sur son blog, mais bien au contraire, on essaie ensemble de se perfectionner. Je veux dire, de produire un meilleur contenu, de corriger parfois quelques tares, quelques erreurs, mais l'objectif n'est pas d'être la police pour dire attention, vous avez mal écrit, non. Et derrière ce qu'on envisage faire nous en ce moment, puisque on est là depuis quelques jours, j'ai envie de dire, avec Mensa que vous avez reçu il y a quelques temps sur ce plateau, c'est de former à la digitalisation de nos différents contenus. Comment arriver à monétiser notre contenu? Comment arriver à faire ce véritable personal branding là pour les blogueurs? Parce que pour bon nombre de personnes, le blogueur, c'est la personne qui vient juste là à une cérémonie à qui on donne, excusez-moi l'expression, des miettes. Alors qu'à la base, le blogueur, il fait office de community manager parce qu'il gère toute une communauté. Il crée un trafic, il crée une communauté autour d'un produit. C'est celui-là qui fait office de commercial parce que le blogueur, lorsqu'il blogue pour une marque, il devient celui qui vend la marque, celui qui représente la marque. Le blogueur, il est aussi dans tout ce qui est montage vidéo parce qu'il faut bien positionner le produit, il faut faire des créas. Donc, le blogueur est multitâche, j'ai envie de dire. Et nous, justement, avec l'association, c'est comment amener tout le monde à se professionnaliser,
avoir un contenu adapté. Par exemple, lorsque vous allez représenter l'association, lorsque vous allez à une activité, dans quel délai produire l'article ou produire le contenu, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. C'est ensemble, en fait, nul n'a la science infuse, mais ensemble, on pourrait partager nos différentes expériences et atteindre un certain niveau. Il y a aussi ce qu'on appelle les influenceurs. Les influenceurs, qui sont-ils? Comment devient-on influenceur? Alors, on peut être influenceur sans être blogueur ou être blogueur sans être influenceur. Certains bloguent pas pour monétiser en tant que tel. C'est vrai qu'ils sont sollicités plus tard par la façon dont ils partagent les choses. Ils sont sollicités par des marques et tout. Mais certains blogueurs ne sont pas forcément des influenceurs. Moi, particulièrement, je ne me caractérise pas comme une influenceuse parce que je dis que c'est juste pour communier avec des personnes comme moi et tout. Donc, on devient peut-être influenceur, si je peux m'avancer sur la question, en ayant une forte communauté, en étant capable de positionner un produit, surtout. Parce que si c'est juste être sur les réseaux pour insulter X ou Y, bon, à la limite, c'est votre éducation de base plus ou moins ratée que vous montrez. Vous n'êtes pas un influenceur. Donc aujourd'hui, à la moindre virgule ou au moindre trafic sur les pages, on dit « Ah, c'est un influenceur, c'est un blogueur ». On a des humoristes qui se font passer pour des blogueurs et ainsi de suite. Bon, il y a vraiment un distinguo à faire. Méliane, vous êtes influenceuse? Il paraît, mais bon. Voilà. Je disais, pour moi, en fait, être influenceur, c'est pas avoir 15 000 likes. Je pense que cette problématique, je l'ai posée il y a quelque temps sur ma page Facebook. J'ai dit, est-ce que être influenceur, c'est avoir 5 000 abonnés, c'est avoir 100 000 abonnés et ne rien apporter à la société? Pour moi, être influenceur, c'est pas uniquement des likes. Pour moi, c'est être capable de permettre à une personne de passer d'une étape A à une étape B. C'est apporter un changement, c'est toucher une personne, c'est, comme on dit, avoir de l'impact sur ses choix et sur ses décisions. En ce moment-là, on peut dire que tu es influenceur. Sinon, si tu es juste influenceur pour communiquer sur des marques, ok. Mais pour moi, véritablement, celui qui influence, c'est celui-là qui amène l'autre à changer, en fait. C'est avoir un impact véritable. C'est vrai que d'aucuns diraient, si je communique sur un produit, qu'on achète le produit, c'est que j'ai été influenceur. Mais l'influenceur, arrivé à un certain moment, doit pouvoir donner son opinion, partager son opinion et sa communauté derrière doit suivre ce qu'il fait. D'accord, très bien. C'est là qu'on se dit influenceur. Sinon, bon, après, pour certaines personnes, on dit que je suis influenceur. C'est vrai que je fais partie des 50 visages de l'Ivoire Tech, mais pour moi, il ne suffit pas que ça. Il n'y a pas que ça, en fait, pour être influenceur. Je pense que c'est l'humilité, le travail continu, certainement. Vous y parviendrez. On se souvient qu'en juillet 2008, lors d'une rencontre entre Barack Obama et Nicolas Sarkozy, il y a une dizaine de blogueurs français qui ont été accrédités. Je voudrais qu'on parle du positionnement des blogueurs en Afrique. Est-ce que les blogueurs ont cette considération des politiques par rapport au travail qu'ils font, de telle sorte qu'on puisse leur confier une couverture ou qu'on puisse leur confier de grandes responsabilités? Les blogueurs, déjà, oui. ils vont sur des activités, ils vont couvrir des activités pour des marques. En fonction de leur thématique, généralement, ils vont sur des activités. Il y a des blogueurs qui sont axés sur la politique, il y a des blogueurs qui sont axés sur la technologie, il y a des blogueurs comme Mélissa Fatombi qui est axée sur bien-être des femmes, les mères et les enfants. Donc on a plusieurs blogueurs, on a plusieurs thématiques. En Afrique, hélas, les journalistes voient des blogueurs comme des concurrents. Lorsqu'on part à des cérémonies ou à des rencontres, lorsqu'il y a un journaliste qui voit un blogueur, il se dit « Ah ben bon, ceux-là ils veulent prendre notre place et autres ». Alors qu'il n'en est rien en fait. Chacun a le canal sur lequel il communique, chacun a son choix, chacun a sa particularité. En Afrique, on commence un peu plus à considérer les blogueurs parce qu'on se dit « Attention, ceux-là ils peuvent… » apporter un plus, si X a 5 000 abonnés qui communiquent sur mon événement, ou s'il a 6 000 abonnés, 17 000 abonnés qui communiquent sur mon événement, je peux avoir un plus, je peux avoir un autre regard, je peux avoir les personnes qui le suivent. Donc, on va l'appeler, mais on n'a pas encore le positionnement, selon moi, selon ma conception, on n'est pas encore considéré en Afrique comme on le devrait. Et votre association Côte d'Ivoire y travaille? Oui. Oui, toujours sur le positionnement. Qu'est-ce que vous pensez? Alors, vous avez demandé à savoir si on était considéré, si on était invité à des couvertures. Elle y a répondu.
Oui, de plus en plus ça se fait. De plus en plus, les blogueurs sont considérés comme des personnes qui peuvent distiller l'information. Chose que les journalistes voient d'un mauvais œil, en fait. Ils se disent que nous, c'est instantané, bon, voilà, ça passe. Ils se disent parfois qu'il y a En pas fait, de c'est un peu formation à la base, guéguerre, machin, voilà, tout et c'est un tout. peu la guéguerre entre les médecins et les infirmiers. Les uns se croient supérieurs aux autres. Donc, il y a toujours ce petit problème-là. N'empêche que, de plus en plus, effectivement, on est invité, on est associé à des événements, que ce soit dans le caritatif, que ce soit dans la santé, dans la politique, oui, mais c'est fonction du regard du blogueur lui-même. Moi, particulièrement, si c'est une politique de développement, j'y vais. Mais si c'est la politique d'un individu, je ne me sens pas concernée tant que ce n'est pas en accord avec mes convictions personnelles. Donc, ça dépend encore de comment il est perçu, c'est clair, mais il y a une avancée. Moi, j'ai rejoint le mouvement il n'y a pas longtemps, hein, il y a à peine 1 année, 2 années, il n'y a vraiment pas longtemps. Je ne suis pas une référence sûrement, pas autant que Miliane, qui, oui, elles font partie des personnes qui nous ont influencés, qui nous ont, je peux employer D'où le terme, l'influenceuse. qui nous ont amenés vers ce métier-là. Mais le positionnement n'est pas réel. Encore. Il y a des choses à faire, mais ça incombe aux deux, aux blogueurs comme à la société ou comme aux politiques. Aux blogueurs de travailler davantage, d'avoir plus de crédibilité, et aux politiques de saisir cette chance-là. C'est vrai, il y a les abonnés, mais il y a aussi le regard de l'autre. De penser qu'un blogueur qui est axé sur le social se voit enclin à soutenir un candidat peut influencer, mais aussi peut amener sa communauté à percevoir ce politicien d'une autre façon. Moi, j'ai vu des gens de loin, mais à des événements, j'ai pu voir que certaines informations véhiculées sur ces personnes n'étaient pas vérifiées, Ouais. sûrement. Et il y a cette façon de travailler de la personne qui vous touche ou pas, mais quand vous décidez de communiquer là-dessus, c'est clair que ça va amener des personnes, peut-être pas à changer, mais à revoir leur vision de ce dernier-là ou de cette dernière. Nous sommes en 2020 et pour la Côte d'Ivoire, c'est une année électorale, mais c'est une année électorale également pour plusieurs pays de la sous-région. Quelle est la lecture que vous faites à l'approche des élections? Est-ce que les blogueurs ou Internet va être envahi par les politiciens? J'ai envie de dire oui. Internet va être envahi par les politiciens, si ce n'est déjà le cas. Si ce n'est déjà le cas. Parce que ils ont pris, par exemple, beaucoup prennent pour exemple Barack Obama. Barack Obama a fait sa campagne sur Twitter. Barack Obama était celui-là qui tweetait régulièrement, qui partageait ses actions, et ça a permis à la communauté de le voir autrement. Ça faudrait que même en Afrique, on dit hey, voici un noir qui va nous représenter aux États-Unis. Tout le monde s'est identifié, tout le monde a voulu avoir Barack Obama comme président. Donc aujourd'hui, tous les politiciens utilisent les réseaux sociaux. D'aucuns l'utilisent convenablement, d'autres non, parce qu'il existe aussi, si je pense que vous le savez, des avatars, des faux profils sur les réseaux sociaux, utilisés uniquement que pour injurier, pour critiquer. Et moi, je ne pense pas que c'est à ça qu'on devrait arriver, en fait. C'est clair que les politiciens vont envahir la toile. Ils se disent que tout l'électorat se trouve sur les réseaux sociaux. Tout le monde a Facebook, tout le monde a Twitter, tout le monde a Instagram. Tout le monde a plus Facebook et WhatsApp. Parce que même WhatsApp, une personne illettrée qui ne sait ni lire ni écrire, aujourd'hui utilise WhatsApp. Avec tout ce qu'on a comme voice note. Donc, elle ne sait pas écrire, mais elle sait parler. Donc, elle sait envoyer la voice note. Donc, tout le monde aujourd'hui, tous les politiciens vont utiliser les réseaux sociaux. Et en période électorale, on sait qu'il y a de l'intox, il y a des fausses nouvelles, les fake il y a news. des fake news, plein de choses de ce genre. Vous qui êtes à la base informaticienne et qui est dans le digital, comment réussir à tracer, peut-être pas techniquement, à vérifier une information pour la distinguer d'une Déjà, lorsqu'on part des photos, la photo donne des informations. On peut retracer une photo, on peut avoir l'heure exacte où la photo a été prise, la localisation, le lieu. Une photo transmet beaucoup d'informations. Donc déjà, et si vous recherchez, il y a pas mal de plateformes qui permettent d'identifier les fake news. Une photo peut être utilisée ici, par exemple la photo de cette émission,
peut être récupéré. Ils vont juste détourer et l'utiliser sur une autre chaîne et dire que, ah non, mais voici ce qui s'est passé. Mais vous, lorsque vous récupérez l'information, il faut vérifier la source. Il faut déjà rechercher l'image, s'assurer que l'image correspond réellement à l'article. Et après, au niveau de l'article, il faut vérifier les sources. Donc, on dirait qu'un journaliste ne révèle pas ses sources. C'est ce qu'on nous dit d'habitude lorsqu'on parle d'enquête et autres. Mais d'où te vient l'information? Qui t'a donné l'information? Et est-ce que cette information se trouve? Parce qu'on a pas mal de sites ici qui font ce qu'on appelle des fake news. Juste pour alerter, il y a pas mal de messages qu'on reçoit sur WhatsApp, en inbox et autres pour nous dire « Ah non mais voilà, tel X est dangereux, Y est dangereux. » Mais après, il faut vérifier l'information. Et moi, j'ai bien envie de vous dire, évitez de partager tout ce que vous recevez. Parce qu'après, selon la réglementation ivoirienne, vous serez responsable. Ouais, ça vous engage. Ça veut dire que vous avez ingurgité le contenu, vous êtes d'accord avec le contenu et vous vous faites la validez. propagande. Ouais. Alors que ça peut ne même pas être vrai. Vous avez juste fait transférer ou partager. D'accord. Je disais toujours que nous sommes à l'approche de certaines élections présidentielles. Est-ce qu'un politicien devrait s'inquiéter de n'avoir pas beaucoup d'abonnés sur sa page Facebook ou sur les réseaux sociaux, quand on sait que les meetings rassemblent un monde et ça mesure parfois la force des hommes politiques? Alors, oui et non, parce que être présent sur la toile, bon, il y a tellement de techniques sur la toile pour acheter des likes, pour acheter des vues. Des vues. Donc, ça peut être un poids qu'on peut mesurer pour l'un ou pour l'autre. Mais je ne pense pas, parce que la tranche d'âge sur les réseaux sociaux, c'est 15-19 ans. Bon, ils n'ont pas tous accès aux salles de vote. Je veux dire, ce n'est pas des personnes qui votent réellement. Ils ont une opinion politique à respecter, mais ce n'est pas des personnes qui peuvent l'exprimer par un suffrage. Donc, il ne faut pas seulement s'asseoir sur les réseaux et dire non, j'ai une forte audience, j'ai une forte popularité, donc je n'ai pas besoin de sensibiliser ou de battre campagne de façon traditionnelle. Vous serez en train de vous mettre dans des problèmes, j'ai envie de dire. Mais en même temps, c'est aussi un outil qu'on peut utiliser. Il est clair qu'en tant que politicien, en ce siècle et en cette année-là, il faut que tu sois sur les réseaux, il faut que tu puisses distiller les informations sur ta campagne physique, sur les réseaux. Parce que sinon, beaucoup d'entre nous ne regardent pas les télévisions traditionnelles, si ce n'est celles en ligne. Donc, si je dois attendre de regarder la chaîne nationale ou les chaînes locales pour voir tes activités, bon, je ne te connais pas. Le jour du vote, je ne sais pas qui tu es. Bon, même si je n'ai pas de choix, ça ne sera pas toi. Même si j'ai personne d'autre à voter, bon, voilà. Donc, il est clair qu'il faut que ces politiciens-là soient sur les réseaux. Mais il y a la façon aussi d'y être. Il ne faut pas y être pour y être, en fait. On voit beaucoup qui ont des propos du passé qui les rattrapent aujourd'hui. Donc, il faut... on ne peut pas disparaître quand on a des réseaux, en fait. La VAR. Voilà, comme on dit, la e-rancune. Ça ne disparaît pas. Parce que je n'ai pas apprécié ce que tu as dit. Je fais juste une photo, je garde. Une capture d'écran et puis je... Un screenshot, je garde. 10 ans plus tard, tu changes de camp, je fais sortir. Bon, donc il faut être de façon responsable. Il faut s'assumer. Parce qu'en Afrique, malheureusement, nos politiciens évoluent au gré du vent. Aujourd'hui, ils sont au sud, demain, ils sont au nord. Mais il faut être conséquent. Je pense que pour moi, en tout cas, c'est la politique. D'être conséquent, d'être droit dans ses bottes et d'assumer ses propos, vaille que vaille. Donc, il faut y être de façon responsable. Mais il y a mieux, il faut éduquer nos partisans ou encore nos personnes qui nous représentent sur les réseaux. Parce que comme elle le disait, il y a des avatars. Il y a des personnes qui y sont juste pour déstabiliser, pour envoyer de fausses informations et ainsi de suite. Et quand c'est su, ça vous décrédibilise. C'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle le fact-checking qui permet aux journalistes comme aux blogueurs, depuis quelques années, les blogueurs ils sont formés, les journalistes aussi, pour tout de suite savoir que l'information est fausse. Mais pour le grand nombre, quand ils vont savoir plus tard, ça peut avoir des répercussions sur votre électorat. Bon, en Côte d'Ivoire, peut-être pas, mais... en Europe, aux États-Unis, on a vu ce que le digital a pu créer. Avec Barack Obama, Dieu merci, il a gagné. Avec Trump et Hillary Clinton, bon, c'était une autre... Hillary Clinton, elle en a fait les frais, en fait. C'était autre chose. Et pour enchérir, si Marie-Louise le permet, c'est que, par exemple, pour Trump, il a surfé sur la vague du bad buzz. Il a surfé sur la vague du bad buzz. Donc aujourd'hui, nos politiciens devraient faire attention.
à ce D'accord. qu'ils utilisent. Et moi, j'ai même envie de dire que rien ne garantit que ce soit la présence sur les réseaux sociaux, que ce soit même des personnes présentes à un meeting, rien ne garantit qu'ils vont voter pour vous, en fait. Parce D'accord. que tout se passe dans le bureau de vote. D'accord. On va conclure avec vous en 15 secondes. La responsabilité des blogueurs. Qu'est-ce que les blogueurs peuvent faire pour contribuer à une paix durable en Afrique? Ce que je souhaiterais, et ça fait partie du programme prévu par l'Association des blogueurs de Côte d'Ivoire, étant donné que nous sommes apolitiques, c'est d'initier une campagne pour la paix. Inciter tout le monde à partager des actions de paix, à avoir une attitude citoyenne. Il faut apprendre à être un citoyen et à partager la paix. Peu importe votre parti politique, peu importe votre opinion politique, le plus important c'est de partager la paix, c'est de permettre aux autres de se sentir en paix. Donc nous allons initier une campagne bientôt pour tout ce qui est en rapport avec la paix. Que tu sois blogueur ou non, que tu sois présent sur les réseaux sociaux, l'objectif c'est de préserver ce qu'on a. Moi je dis toujours que un pays, une patrie, c'est pas un héritage. C'est pas un bien que nous donnent nos parents, mais c'est plutôt un héritage qu'on laisse à nos enfants. Donc nous devons laisser une patrie unifiée, nous devons laisser un pays développé, donc nous devons avoir des actions citoyennes, apprendre à se respecter, apprendre à respecter la liberté de l'autre. On le dit tantôt que ma liberté s'arrête où commence celle de l'autre. Donc on devrait justement partager cette paix-là, désarmer nos esprits, désarmer, je ne dirais pas nos plumes, mais nos claviers. D'accord. Désarmer nos claviers, mettre un peu de côté la rancune, parce que là en ce moment, sur les réseaux sociaux, c'est la totale avec la rancune. Bien, merci. Et partager des valeurs, partager la paix. Et ensemble, je pense que c'est ensemble qu'on va développer notre Afrique. Merci Méliane Cuny. Je rappelle que vous êtes CEO de Méliane K, web entrepreneur, animatrice télé-radio, vice-présidente de l'Association des blogueurs de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, c'était un honneur. Merci également à Louise Yao Klaourou, étudiante-chercheur en histoire, présidente de l'Association universitaire pour le genre, entrepreneur avicole et blogueuse. Merci. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média TV Afrique.